Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du projet OpenJDK qui s'appelle Valhalla. Donc, je vais commencer par me présenter un petit peu. Alors, juste avant, tout ce que je vais vous dire, c'est l'état actuel du travail. D'accord? Le projet Valhalla, c'est quelque chose qui n'est pas encore fini. Il va y avoir des previews dans pas trop longtemps, mais on est encore en train de travailler dessus. Donc, s'il vous plaît, pitié, 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 n'utilisez pas ce que je vais dire pour vos produits ou ce genre de choses-là. D'accord? On est encore à un stage où on est encore en réflexion, où on est encore en train de savoir exactement comment on doit faire les choses. Donc, je me présente, je m'appelle Rémi Forax, donc je suis enseignant à l'université qui s'appelle Gustave Eiffel. Donc, le nom a changé il y a pas très longtemps. Avant, on s'appelait Marne-la-Vallée, et on a un peu grossi, on a pris d'autres centres, donc on a changé de nom. Maintenant, on s'appelle Gustave Eiffel. C'est bien, parce que c'est chouette Gustave Eiffel, mais en même temps, on ne sait plus où est-ce qu'on est maintenant. Donc moi, je suis expert pour un ensemble de specs Java. En fait, j'ai commencé à rentrer dans Java à partir du moment où Java est devenu open source. Donc ça doit être à peu près entre 2006 et 2008. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en recherche, j'ai travaillé sur les appels de méthode en Java et comment on pouvait les améliorer, surtout pour les langages dynamiques. Et qu'à cette époque-là, Sun il cherchait à implémenter, enfin, à faciliter l'implémentation des langages dynamiques sur la plateforme Java. Donc, ce qui a résulté à la création d'un nouveau bytecode qui s'appelle Invoke Dynamic. Donc voilà, moi c'est comme ça que je suis rentré dans les gens qui écrivent le spec de Java en écrivant. Donc on était quatre personnes à l'époque, la spec d'Invoke Dynamic. Et puis après, bah, j'ai participé à l'aspect des lambdas, à l'aspect des modules, voilà, et les 15 prochaines années, j'ai travaillé sur Java, donc au niveau des spécifications et un peu au niveau du code. Je code pas trop pour l'OpenJDK, c'est pas trop mon boulot. Ça m'arrive de coder des choses de temps en temps, surtout quand on me dit que c'est pas possible, ça m'énerve et je code quelque chose. Mais la plupart du temps, mon travail est plus au niveau des spécifications et de faire en sorte, voilà, des spécifications et des API. Donc, je suis un développeur open source. Je m'occupe aussi d'un autre logiciel qui s'appelle ASM, qui est un logiciel dont le but est de générer du bytecode Java. Donc, ce n'est pas forcément un logiciel que vous utilisez, mais c'est aussi un logiciel que vous utilisez. Parce que bah, quasiment tous les outils Spring, machin et ainsi de suite, ils génèrent du bytecode à l'exécution et pour ça, ils utilisent ASM. Donc, je vais essayer de résumer un peu dans ce slide tous les efforts de modernisation euh, de la plateforme Java actuelle. Donc, on a un certain nombre de projets qu'on appelle des projets de l'OpenJDK. Donc, c'est des projets open source, hein. Vous pouvez aller sur les pages, vous pouvez les inscrire sur les mailing lists, vous pouvez voir tous les développements. Tous les développements sont faits de l'open source, toutes les spécifications sont discutées librement. Il n'y a pas de, je sais pas quoi, il faut pas avoir un béret vert pour avoir le droit d'intégrer ce genre de projet-là. Et donc, on a un certain nombre de projets. Moi, le projet dont je vais parler, c'est le projet Valhalla. Et le but de Valhalla, c'est d'essayer de réconcilier un peu la façon dont Java fonctionne en interne avec les CPU modernes. Parce que bah, ce qu'il faut savoir, c'est que Java, il existe depuis 1995 et que bizarrement, les ordinateurs de 1995 ne ressemblent plus tant que ça aux ordinateurs actuels. Alors, c'est pas complètement vrai, mais il y a un certain nombre de choses où on peut faire mieux les choses maintenant que ce qu'on pouvait faire en 1995. Donc, c'est un peu l'idée du projet Valhalla.
Alors, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire Valhalla, Valhalla, c'est l'endroit où les guerriers qui sont morts au combat vont rencontrer les dieux une fois qu'ils ont bien combattu. Et voilà, et que ils sont morts de façon glorieuse. Donc c'est pas moi qui ai nommé le projet Valhalla comme ça, mais on savait dès le départ que c'était le projet le plus ambitieux de Java. Même si on regarde par rapport à toutes les années qu'il y a eu, c'est le projet le plus ambitieux, principalement parce qu'il change la façon dont la machine virtuelle voit les objets. Alors bien sûr, on veut rester complètement compatible avec le code qui existe déjà avant. On va pas tout casser. On va pas faire un Java grand 2, d'accord? Mais on veut aussi accéder à un certain nombre de propriétés pour les qu'on ne peut pas accéder actuellement, dû aux limitations du runtime, de l'environnement d'exécution de Java. Donc voilà le but de Valhalla. Ça, on a un peu deux axes qui se rejoignent. On a un premier axe qui est ce qu'on appelle habituellement l'abstraction gratuite. C'est que bah, actuellement, de temps en temps, au lieu de manipuler un int, on aimerait bien manipuler un objet qui encapsule cet int. Comme ça, bah, on ne pourrait pas faire n'importe quoi avec cet objet-là, on ne pourra pas faire enfin, cette valeur-là. D'accord? Par exemple, dire bah, ma valeur, je ne sais pas si mon entier, ça représente une population, bah, je vais pouvoir dire si je l'encapsule à l'intérieur d'une classe, je vais pouvoir vérifier que ma population, elle est jamais négative. C'est-à-dire que toutes les opérations que je vais proposer dessus vont faire en sorte que ma population soit jamais négative. Donc ça, c'est cool, puisque c'est l'idée des classes, ça m'offre cette abstraction-là. Par contre, bah, cette abstraction-là, elle a un coût, puisque ça veut dire que maintenant, au lieu de manipuler mon entier directement sur la pile, je vais manipuler ma classe par un pointeur. Et donc ça, c'est un petit peu dommage, puisqu'on va payer le coût en termes d'exécution d'utiliser un pointeur plutôt qu'utiliser directement la valeur sur la pile. Donc c'est une des choses qu'on veut résoudre avec Valhalla, c'est essayer de dire, en tant qu'utilisateur, vous allez pouvoir créer des classes, et ces classes-là, elles seront un petit peu spéciales, mais comme ça, vous ne payerez pas le coût de les manipuler par des pointeurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on manipule les choses par des pointeurs, quand on les stocke dans la mémoire, quand on les stocke dans la heap, bah, on va stocker des pointeurs et on va pas stocker directement les valeurs. Alors c'est un peu plus embêtant que ça. Quand on a un objet qui est dans le tas, qui est stocké quelque part en mémoire, bah, en plus de tous les champs, on a ce qu'on appelle un header, qui est par exemple quelque chose qui nous dit quelle est la classe de l'objet, qui nous dit est-ce que l'objet il est à l'intérieur d'un bloc synchronize et tout, enfin, est-ce qu'on est en train de faire un bloc synchronize sur cet objet-là? Ou ce genre de choses-là. Donc ce qu'on appelle le header d'un objet. Et le header d'un objet, c'est pas forcément quelque chose qui est petit. Donc surtout quand on a des petits objets, c'est-à-dire un objet qui a qu'un seul champ ou deux ou trois champs, bah, finalement la taille du header fait que bah, la taille du header peut être même plus grande que les champs de l'objet. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage. Donc voilà, on veut avoir l'abstraction gratuite sur la pile, et on aimerait bien que si on stocke les objets dans le tas, alors on ne paye pas le coût des pointeurs. On ne paye pas le coût du header, on ne paye pas le coût des pointeurs. Donc quelques exemples. Donc en Java 8, on a la classe optionnelle qui a été rajoutée. Un optional, on est d'accord que c'est fait pour embêter les gens qui utilisent l'API en leur disant ah, fais attention, je peux te renvoyer une valeur qui n'existe pas, mais c'est pas un vrai objet. On va pas stocker des listes de optional. Enfin, ça va être bizarre si on stocke des listes d'optional, on va pas stocker des listes d'un truc qui n'existe peut-être pas. Enfin, j'espère que vous faites pas ça. Mais voilà, optional, c'est plus quelque chose qui sert plutôt pour l'API que vraiment comme un vrai objet. Donc on aimerait bien que optional, ça soit un objet pour lequel on ne paye pas le coût d'abstraction.
C'est-à-dire qu'à l'exécution, un optional de T, ça devrait avoir le même coût qu'un T, en fait. D'accord? Quand on fait des builders aussi, parce qu'en Java, on a deux sortes de builders. On a les builders où, à chaque fois qu'on appelle une nouvelle méthode, on va modifier de façon mutable les classes, mais ça, c'est pas super génial. Normalement, les vrais builders, on doit recréer un nouvel objet à chaque fois qu'on appelle une méthode dessus. Donc ça veut dire que dans ce cas, on va se retrouver avec plein de petits objets et on aimerait bien en fait que la machine virtuelle elle fasse ouah, c'est plein de petits objets, mais en fait on voit bien quelles sont les valeurs qui se baladent et donc pas payer le coût de recréer des nouveaux objets à chaque fois qu'on appelle une méthode dessus. Voilà. Et on aimerait bien que tous les petits objets business, genre un mois, un complexe, une date ou ce genre de choses-là, ça ne soit pas des objets qu'on manipule par des pointeurs. On ne veut pas payer le coût de la manipulation par des pointeurs. Donc ça, c'était la première chose. On ne veut pas payer le coût de la manipulation par les pointeurs. L'autre chose, c'est qu'en termes de stockage, donc ici, j'ai pris l'exemple d'un tableau d'integer. Donc le tableau d'integer, c'est un peu le pire exemple parce que si vous voyez sur la gauche, j'ai mon tableau. Donc mon tableau, c'est lui-même un objet. Donc il a lui-même un header qui dit que c'est un tableau d'integer. Et après, j'ai des cases, mais ces cases-là, c'est des pointeurs sur des integers. D'accord? En Java, tous les tableaux, c'est des tableaux de pointeurs, au moins jusqu'à présent. Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que mon tableau de pointeurs, chaque case pointe elle-même sur un integer. Et mon integer, si vous regardez sur les machines virtuelles actuelles, ça fait soit 96 bits, soit 128 bits. Donc mon header, il est plus grand que la taille de l'int qui est à l'intérieur de mon integer, qui lui fait juste 32 bits. Et après, on a des problèmes d'alignement. C'est les trucs gris qu'on voit ici, parce qu'on doit avoir les valeurs qui sont alignées sur 64 bits, parce que les CPU ne supportent pas. Donc voilà, on aimerait bien aussi donc, avoir l'abstraction gratuitement, et on aimerait bien aussi, si jamais on stocke les choses dans le tas, pas payer le coût des entêtes, pas payer le coût des pointeurs, et stocker directement, en fait, les valeurs euh, euh, au niveau du tableau. Donc, voilà le principe de Valhalla. Si on regarde de très loin, Valhalla, c'est quoi? L'idée, c'est de réaligner Java sur le matériel actuel. Notez, Valhalla, ça porte bien son nom parce que c'est un projet qui a été démarré en 2014. D'accord. Donc, il a été démarré par Brian Goetz et John Rose. Je ne sais pas si vous connaissez qui c'est, mais Brian Goetz, c'est celui qui s'occupe du langage chez Oracle. Et John Rose, c'est celui qui s'occupe de la machine virtuelle chez Oracle. Donc voilà, c'est un projet commun. Donc, on a commencé il y a très longtemps. Je ne sais pas si vous voyez mon super t-shirt, il est un peu délavé. Le t-shirt date de 2014. Et on a itéré, on a fait plein de prototypes à peu près tous les ans. Tous les ans et demi, on fait un prototype. Donc là, notre prototype, il s'appelle LW5 et ça commence à être un prototype qu'on va pouvoir montrer au monde. Donc on espère faire une early preview dans l'année prochaine, 2024, 2025 au pire. Et un peu plus tard, même changer la façon dont les types paramétrés marchent, mais, mais ça sera plutôt vers 2030. Alors, c'est quoi les value types? D'accord. Je vais vous expliquer ce que sont les value types en utilisant le prototype actuel. Alors, techniquement, je ne peux pas utiliser le prototype actuel parce qu'on est en train de le construire. Actuellement, la machine virtuelle marche, mais pas le compilateur. Donc, je vais vous montrer la syntaxe que ça devrait avoir, mais pour l'instant, le compilateur, il n'est pas là. Donc, actuellement, quand on fait des tests, ben, on utilise un réécriture, enfin, quelque chose qui réécrit le bytecode. C'est-à-dire qu'on écrit les tests en lui disant comment on réécrit le bytecode, et c'est les points classes qui sont directement exécutés par la machine virtuelle.
Enfin bref. Donc voilà, pensez pas que toutes les syntaxes que je vais vous montrer, ça sera les syntaxes finales. Donc, je prends un exemple assez simple pour vous montrer comment ça marche. J'ai une ville. Donc, une ville, c'est représenté par un nom et un entier de population. Et voilà, et j'ai deux représentations de cette ville-là. Soit je fais un record avec le nom et la population, soit bah, je fais mon record city avec, donc sur la droite, avec un nom, une population, mais ma population est elle-même un record. D'accord? Donc j'ai une version où ma population est un entier. Je vais appeler ça la version primitive, puisque j'utilise un int. Et j'ai une version où j'utilise une population qui est un objet qui lui-même encapsule cet entier-là. Alors le code, il est un tout petit peu différent puisque donc si je regarde par exemple, si je vais faire le total de la population de toutes mes villes, bah, je vais parcourir mes villes et je vais stocker mes valeurs dans un entier en incrémentant, enfin en additionnant les valeurs. Et dans le cas de mon code qui utilise une population, dans ce cas-là, je vais créer une population qui est vide et puis je vais avoir une méthode add au niveau de mon record population pour ajouter deux populations et renvoyer une nouvelle population. Donc, euh, conceptuellement, c'est le même code. Qu'est-ce qui a changé? Bah, j'ai rajouté une abstraction. J'ai rajouté l'abstraction population. Et effectivement, je veux regarder les différences de performance. Donc, en mémoire, comment ça se passe? Juste pour dessiner les choses et pour avoir une bonne idée des choses. Donc, j'ai un tableau de pointeurs et mes pointeurs représentent des cities. Donc dans la version primitive, je vais avoir un objet city qui va avoir un en-tête et qui va stocker un pointeur sur une string et directement un entier. Dans le cas de ma version objet, bah, mon objet city, il a toujours un nom, mais par contre, il a un pointeur lui-même vers mon objet population. D'accord? Donc ça veut dire qu'en mémoire, j'ai des pointeurs supplémentaires et ça prend de l'espace supplémentaire. D'accord. Donc ça, c'est en mémoire. Maintenant, si je regarde en termes de code, si je regarde quel est le code généré, bah, j'ai des opérations supplémentaires qui sont faites. J'ai des new qui sont faits ici. Donc j'ai mon new population 0 quand j'initialise mon total au démarrage. J'ai mon new population dans mon add. Donc je vous ai écrit ce que fait le code du add ici parce que c'était plus visible à cet endroit-là. D'accord. Ah, et, il devrait y avoir un plus ici. Ah, mon slide ne marche pas. Ça devrait être un plus. Et la dernière chose, c'est on voit les points qui sont en rouge. Puisque maintenant, ça veut dire que si je veux obtenir la valeur de l'entier population à l'intérieur de mon objet population, je suis obligé de faire un point. Je suis obligé de déréférencer les choses. Et on sait que les CPU modernes, ils n'aiment pas trop faire des points. D'accord, parce qu'il faut aller chercher une valeur, on ne sait pas si la valeur elle est forcément dans le cache, ça veut dire qu'on est obligé d'attendre que la valeur revienne de la RAM dans les caches, donc ça peut être très très lent. Entre aller chercher une valeur dans un registre et aller chercher une valeur en RAM, on peut avoir un facteur 500 000 entre les deux. Donc le coût peut être assez énorme. Donc voilà, si on compare l'approche quand on utilise un type primitif à l'approche quand on utilise un objet, on a des effets sur la pile. D'accord. On va utiliser des instructions supplémentaires. On va faire des new, on va faire des points pour récupérer les valeurs. Et on a des effets sur la mémoire, puisqu'en termes de stockage, le fait d'avoir une indirection, ça veut dire qu'on utilise aussi plus de mémoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. On a un certain nombre de techniques qui existent dans les machines virtuelles actuelles pour essayer
de résoudre ce problème-là. D'accord? L'idée, c'est de dire, bah, même si l'utilisateur il nous a demandé de créer des objets, moi, je ne vais pas forcément créer des objets. Et donc, ma machine virtuelle, elle va optimiser. Alors, techniquement, c'est le JIT, d'accord, qui va essayer d'optimiser pour éviter l'allocation. L'analyse qu'on utilise pour éviter l'allocation, c'est ce qu'on appelle Escape Analysis, qui est une technique qui consiste à dire, bah, si je vois la création de mon objet et je vois sa dernière utilisation, alors je peux éviter la création. D'accord? Alors ça ne marche pas dans tous les cas. C'est une approche assez optimiste des choses. Donc c'est pas quelque chose qui est garanti. Mais par exemple, c'est quelque chose qu'on a fréquemment quand on demande un itérateur. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question de quand je fais une boucle sur quelque chose qui est itérable, bah, en fait, je crée un itérateur, donc je suis censé allouer un nouvel objet. Mais de façon routinière, depuis Java 7, la machine virtuelle est capable d'éviter la création de l'itérateur au sens physique. C'est-à-dire de simuler exactement la même action que créer un itérateur, mais sans créer l'itérateur en lui-même, en stockant toutes les valeurs de l'itérateur directement dans des registres, pour éviter en fait la création de l'objet en lui-même. Donc l'idée des value class, c'est que bah, en fait, l'escape analysis, elle ne marche pas tout le temps. Et donc, ça veut dire que quand on s'intéresse aux performances, bah, on n'est pas sûr qu'un petit objet, la machine virtuelle va l'optimiser grâce à l'escape analysis. Donc l'idée, c'est de le faire dans l'autre sens et de dire, moi en tant que développeur, je vais dire cette classe-là, je ne veux pas la manipuler par un pointeur. Je veux toujours que ça soit une instance d'une classe. Je veux pouvoir créer une classe. D'accord? Je veux que ça soit une instance d'une classe. Mais je veux que cette instance de classe, elle ne corresponde pas à une adresse en mémoire. D'accord? C'est-à-dire que moi, en tant que développeur, je vais la manipuler exactement de la même façon que d'habitude, mais en termes d'exécution, je ne payerai pas le coût de l'indirection du fait que mon objet, il a une adresse en mémoire. D'accord? Donc, je ne veux pas d'adresse en mémoire, mais je veux toujours que ça soit un objet qui hérite de Java Lang Object. Je veux toujours pouvoir implémenter des interfaces. Je veux toujours pouvoir définir des méthodes, des champs, des classes internes. D'accord? Mes valeurs doivent toujours être des références et je dois aussi supporter nul. Ce qui va être un petit peu problématique, en fait. Je ne vous le cache pas. Pourquoi? Bah parce que si on ne supporte pas ça, en fait, on n'est pas compatible avec les classes existantes. Et donc, ça veut dire qu'on va demander à la communauté de réécrire tout son code, ce qu'on ne peut pas se permettre. D'accord. Donc, comment on déclare une value class? Bah, c'est assez simple. On a un mot-clé value qu'on met pile devant la classe et ça devient une value class. Donc, l'idée d'une value class, c'est que le développeur qui crée la classe va dire lui-même, ma classe, je ne veux pas qu'elle ait d'adresse en mémoire. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que dans le code, si on écrit je déclare une population pop et je fais un new pour l'initialiser, la machine virtuelle va remplacer ça par le code qui crée juste un entier et initialise l'entier avec la valeur indiquée au niveau du constructeur. C'est-à-dire que on veut écrire le code comme si on manipulait des objets, mais on veut que la machine virtuelle soit suffisamment intelligente pour qu'à l'exécution, on ne paye pas le coût de l'abstraction. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les value classes doivent être non modifiables. Alors pourquoi les value classes elles doivent être non modifiables? Parce que si les value classes elles sont modifiables, ça veut dire qu'on est capable de modifier les champs. Si on est capable de modifier les champs, c'est qu'ils doivent avoir une adresse en mémoire. Et on ne veut pas d'adresse. Donc si on ne veut pas d'adresse, ça veut dire forcément que tous mes champs à l'intérieur de ma value class, ils doivent être finales. D'accord? Ils doivent avoir une valeur
ils ne doivent pas avoir d'adresse. D'accord, s'ils sont modifiables, alors les champs doivent avoir une adresse. Or, je ne veux pas qu'ils aient d'adresse. Parce que je ne veux pas que mon objet en lui-même ait une adresse. D'accord? Donc les champs, ils doivent être non modifiables. Mais en fait, ce n'est pas suffisant. Parce que même si j'ai tous mes champs qui sont déclarés final, mon objet, il n'est pas modifiable. Enfin, mon objet, il est toujours modifiable pour la machine virtuelle. Donc ça, c'est un truc que vous n'avez peut-être pas réfléchi. Mais en fait, mes objets non modifiables, les objets qui ont tous les champs qui sont déclarés final, en fait, ils sont toujours modifiables à un endroit, c'est à l'intérieur du constructeur. D'accord? Mon objet non modifiable, en fait, il est non modifiable une fois que le constructeur a fini d'être exécuté. Mais à l'intérieur du constructeur, on va bien faire des is.machin égale bidule, enfin égale machin. Donc, on va bien être en train de modifier l'objet. D'accord? Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut supporter pour des value classes. Donc, si on ne peut pas supporter ces choses-là pour les value classes, ça veut dire qu'on doit trouver une astuce pour ça, en fait. On ne peut pas utiliser les constructeurs habituels pour ça. D'accord? On a un problème avec les constructeurs habituels puisque un constructeur est capable de changer la valeur des champs. Donc, comment on fait? Ça veut dire qu'on va transformer nos constructeurs en méthodes statiques. D'accord? Parce que si on a une méthode statique, on va pouvoir dire, je crée un objet qui est vide au démarrage, qui a tous ses champs initialisés avec des zéros. Et puis après, si je veux modifier un des champs, je recrée un nouvel objet qui a la bonne valeur pour le champ. Et dans ce cas-là, mon objet devient non modifiable. Parce que je ne modifie pas la valeur d'un objet, je recrée un nouvel objet à chaque fois. D'accord? Et c'est comme ça que je vais construire mes objets. Alors bien sûr, on ne veut pas embêter les utilisateurs avec ce genre de détails. Donc l'idée, c'est qu'en termes de syntaxe, quand on va déclarer une value class, on va écrire un constructeur comme d'habitude. Mais par contre, le compilateur, il va changer le constructeur pour utiliser un nouveau constructeur statique. Donc au lieu d'avoir un constructeur qui s'appelle inférieur init supérieur, comme on voit de temps en temps dans les stack traces, dans le cas d'une value class, on va avoir un constructeur statique qui s'appelle inférieur new inférieur. Et ce constructeur statique-là, il est capable de créer une classe population vide, c'est le aconst underscore init qui existe ici, et il est capable de changer la valeur d'un champ pour recréer un nouvel objet à chaque fois. Donc c'est quoi l'intérêt de faire cette transformation-là? C'est que pour la machine virtuelle, maintenant, tous mes objets population, ils sont non mutables. Même à l'intérieur du constructeur, ils sont non mutables. Donc ça veut dire que j'aurai mon optimisation qui marche tout le temps. D'accord? Et j'aurai pas mon optimisation qui marche uniquement une fois que le constructeur a été exécuté. Ce qui est assez compliqué en fait, parce que ça veut dire que le JIT il doit traquer est-ce que l'objet est fini d'être initialisé ou pas, ou ce genre de choses-là. On n'a pas ce problème-là parce qu'en fait, on change la façon dont le constructeur initialise les objets. D'accord? On peut avoir l'impression qu'on crée plein d'objets ici, mais comme c'est des objets qui n'ont pas d'adresse en mémoire, on ne va pas avoir d'allocation et ainsi de suite. Donc, c'est mes opérations, d'accord? Mon opération WeField, techniquement, ce n'est pas une opération qui va coûter cher. Il y a quand on crée une value class, elle n'obéit pas exactement au même contrat que les classes habituelles. J'ai un certain nombre de choses que je ne peux pas faire sur des value classes. Pourquoi je ne peux pas les faire? Parce que je n'ai pas d'adresse en mémoire.
Or, c'est des opérations qui me demandent d'utiliser l'adresse en mémoire. Un bon exemple, c'est le égal égal. Égal égal sur des objets, ça compare les adresses en mémoire. Or, les value class, elles n'ont pas d'adresse en mémoire. Donc, si les value class n'ont pas d'adresse en mémoire, ça veut dire que je dois changer comment mon égal égal il fonctionne. Donc, dans le cas d'une value class, mon égal égal, il ne compare pas les adresses en mémoire, puisque ça n'existe pas. Ça va comparer l'ensemble de tous les champs. D'accord, 2 à 2. Donc, ça veut dire que mon égal égal va coûter un peu plus cher qu'un égal égal habituel. Qu'est-ce qui se passe si je fais un synchronize sur une instance d'une value class? Bah, comme je vous disais, les synchronize, c'est géré au niveau du header des objets, mais je n'ai pas de header puisque je n'ai pas d'adresse en mémoire. Donc, ça renvoie illegal monitor state exception. D'accord? Je ne peux pas faire un synchronize sur une value class. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la méthode system.identity_hashcode, mais system.identity_hashcode, ça vous renvoie le hashcode qui est calculé si jamais vous n'avez pas vous-même redéfini la méthode hashcode. Et où est-ce que ce hashcode-là, il est stocké? À l'intérieur du header. Comme on n'a pas de header, puisqu'on n'a pas d'adresse en mémoire, on ne peut pas utiliser l'algo habituel. Donc, en fait, on va hasher directement les valeurs des objets. Notez qu'on peut faire ça, puisque comme mes instances de value class, elles sont non modifiables, mes champs ne vont pas changer, donc mon hash sera toujours le même. Et la dernière chose, c'est qu'on ne supporte pas les références faibles, parce qu'avoir des références faibles, ça veut dire qu'on a des références, c'est-à-dire qu'on a des pointeurs qui existent quelque part, et on n'a pas de pointeur. Donc si j'essaye de créer une weak ref sur une instance d'une value class, ça va me renvoyer identity exception pour me dire attention, cet objet-là n'a pas d'identité, n'a pas d'adresse en mémoire. D'accord? L'intérêt de ce truc-là, c'est que maintenant, je vais pouvoir benchmarker mes choses. Donc, je vais pas lancer des benchmarks sur pendant que je fais une présentation, ça servira à rien. Donc, je vous ai mis les valeurs correspondantes. Donc ici, j'ai trois tests différents. D'accord. J'ai qu'est-ce qui se passe si je parcours les cities avec mon entier population. D'accord. Donc pour l'exemple, là, le benchmark que je le fais sur toutes les cités de France. Et voilà, ça me prend 25 microsecondes de faire la somme, en fait, des populations de toutes les cités de France. Si je crée ma population, non pas sous forme d'un int, mais sous forme d'un objet population, en fait, j'ai 2 façons d'écrire le code. Soit je prends toujours un int 0 ici et je fais un point population à chaque fois ici, mais je fais ma somme sur un int. Et si on regarde, on voit que là, on est à 34. D'accord? Donc qu'est-ce qui me coûte plus cher ici? Notez que je n'ai pas pris les temps de création des cités, hein, juste les temps de parcours de mon tableau. Ici, je déréférence ici pour trouver l'entier correspondant. Et déréférencer, ça me coûte plus cher que si je n'avais pas besoin de déréférencer. Et ici, là, c'est un petit peu différent puisque je fais mon new population à cet endroit-là. Et là, on voit que dans ce cas-là, comme on alloue à chaque fois des nouvelles valeurs, j'ai mon temps qui est plus de 2 fois supérieur au cas où j'utiliserais directement des entiers. Donc ça, c'est avec la version 21 de Java, la version actuelle. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je rajoute mon mot-clé value ici? D'accord. Donc, j'ai changé ma machine virtuelle, j'ai pris ma machine virtuelle Valhalla, d'accord, donc qui est buildée pour comprendre le mot-clé value. Et donc, pour référence, je garde ce temps-là par comparaison, qui lui a pas bougé. Et donc, qu'est-ce qui se passe si
je crée un value record ici, bah, je me rends compte qu'en fait, utiliser mon objet population ou utiliser un int ici, je vais avoir les mêmes temps d'exécution. C'est-à-dire qu'à l'exécution, utiliser un objet population ou utiliser un int, ça me coûte la même chose. D'accord? Notez par contre que j'ai quand même créé des objets. Mes objets city, c'est quand même des objets. Donc j'ai toujours le coût, hein, je ne suis pas à 24 ici, je suis à 35 ici, parce que j'ai toujours mon coût de déréférencement. Ce que j'ai gagné, c'est quoi? C'est que lorsque je fais un calcul, les objets, mon objet qui est un value record ici, coûte pas plus cher que l'entier qui est à l'intérieur, lorsque je fais mon calcul, mais pas lorsque je le stocke en mémoire. Quand je le stocke en mémoire, il y a toujours un déréférencement. D'accord. Alors, je vais arrêter un tout petit peu ici et voir est-ce qu'il y a des questions particulières. Alors, est-ce que synchronize value avec une value class ne pourrait pas être plutôt une erreur de compilation? Bah, comme les objets, alors c'est vrai si jamais c'est directement sur la value class, mais les value class, elles héritent aussi de object. Et donc, je peux prendre une value class, la mettre dans object et faire un synchronize sur mon truc qui est typé object. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'à l'exécution, je dois pouvoir planter. Mais c'est vrai que si jamais le compilateur sait que c'est une value class, alors ça plante à la compilation. Si par contre, c'est stocké dans une interface ou dans object, là, on perd les choses. Enfin, le compilateur n'est pas capable de savoir que c'est une value class, et dans ce cas-là, on aura l'erreur à l'exécution. Alors, bonjour, pas bien compris. Où sont stockées les values? Où sont stockées les values? Elles sont stockées directement dans les registres. D'accord? Les processeurs, ils ont plein de registres. Ça va stocker toutes les valeurs dans les registres directement. Donc, on ne les stocke pas en mémoire. C'est ça l'idée. Si on déclare une value class, lorsqu'on exécute le code, d'accord? Lorsqu'on fait des new et ainsi de suite, on va ne pas créer les objets en mémoire. Si on doit créer les objets en mémoire, là, on aura le coût. Si par exemple, j'ai stock dans un tableau, d'accord? Là, j'aurai le coût du déréférencement. Donc j'espère que ça répond à la question. Alors, si elles ne sont pas stockées en mémoire, elles sont stockées où? C'est stocké dans les registres, directement dans les registres du CPU. D'accord? Notez que c'est déjà ce que fait l'Escape Analysis. C'est déjà ce que fait votre machine virtuelle actuelle que vous utilisez. D'accord? Le truc, c'est que le problème de l'Escape Analysis, c'est que c'est quelque chose où justement, dès qu'on a un égal, égal, l'Escape Analysis peut plus marcher. Je veux dire, ah non, 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 il faut que j'ai une adresse en mémoire. Avec une value class, on le fait dans l'autre sens en disant, c'est moi qui déclare que c'est une value class, et dans ce cas-là, je garantis que l'Escape Analysis marche, donc je garantis que je vais stocker les valeurs directement dans les registres, plutôt que manipuler les objets par leur adresse. Alors, les listes de value, donc on va en parler un petit peu après, mais les listes de value, les Java utilisent, c'est des types paramétrés, et les types paramétrés, ils sont érasés en Java, c'est-à-dire qu'on oublie quel est le type exact du truc dans les chevrons. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas savoir si ce qu'on manipule, c'est une value class ou pas une value class. Donc actuellement, dès qu'on utilise des listes, d'accord, dès qu'on va stocker en mémoire quelque chose comme un object, alors forcément, il aura une adresse. Mais je vais en parler un petit peu plus tard. On risque pas d'avoir des overflows de registres? Oui, c'est possible. Alors les overflows de registres, c'est juste on stocke les choses sur la pile. Ça arrive très, très rarement maintenant parce que, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de registres. Si on compare, quand on avait des architectures 32 bits, oui, c'était un problème. De temps en temps, on est obligé de stocker des trucs sur la pile, les valeurs de registres sur la pile.
mais ça arrive très, très rarement avec les architectures 64 bits modernes. OK, je continue. Va falloir que j'accélère un poil. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est dire, j'aimerais bien pouvoir stocker, cette fois-ci, dans un champ, ma population, non pas comme un pointeur, hein, puisque là, je le stocke en mémoire, mais directement comme un entier. D'accord? J'ai 2 principaux problèmes. Mon premier problème, c'est qu'est-ce qui se passe si la valeur est nulle? Bah, si la valeur est nulle, c'est pas un entier, donc je peux pas le représenter par un entier. D'accord? Donc ça, c'est mon premier problème. Mon deuxième problème, c'est qu'est-ce qui se passe si population, d'accord, contient plusieurs champs? Bah, si population contient plusieurs champs, ça veut dire que quand j'essaye d'écrire dedans, en fait, mon CPU, il va écrire plusieurs champs. Puisqu'il écrit plus un pointeur maintenant. Il écrit les différentes valeurs. Donc il va écrire les différents champs. Et donc ça veut dire qu'on va faire plusieurs lectures et plusieurs écritures. Et ça va poser des problèmes de concurrence. Puisque ça veut dire qu'une autre thread va pouvoir voir qu'on n'a pas fini certaines écritures et qu'on en a fait d'autres. Alors ça arrive pas si on a mis les synchronize au bon endroit, mais bon, de temps en temps, malheureusement, les gens écrivent pas les programmes correctement. D'accord. Alors comment on résout le problème des nuls? C'est assez simple. On va inventer un type particulier. Je vais mettre un bang, je vais mettre un point d'exclamation à la fin de mon type pour dire, on n'a pas le droit de mettre nul dedans. D'accord? Donc c'est la partie qui est pas encore implémentée dans le compilateur, justement, cette partie-là. Mais ça marche déjà, au niveau de la machine virtuelle. L'idée, c'est je vais pouvoir dire: «Mon objet, je peux pas stocker nul dedans». Notez que c'est pas comme en Kotlin où on dit, «Je peux pas stocker nul», mais en fait, je peux y arriver quand même. D'accord? Là, la machine virtuelle vous empêchera de stocker nul dedans. Si vous essayez de stocker nul dedans, alors que vous avez un population bang là, vous aurez un null pointer à l'exécution. D'accord? Notez, je vais pas pouvoir mettre des bangs partout, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'implémenter Valhalla, c'est pas d'améliorer votre quotidien complet. D'accord? Donc pour l'instant, au moins, sur le truc dont on est parti, on ne peut mettre des bangs que sur des choses qui sont des value class. Peut-être dans le futur, on mettra des bangs partout, ou on le fera dans l'autre sens. D'accord? Alors maintenant, j'ai un petit problème. Si j'ai un population bang, comment je l'initialise? Je peux plus l'initialiser avec nul. C'est plus possible. D'accord? Notez qu'on veut pas non plus que l'utilisateur puisse choisir avec quoi on veut l'initialiser, parce qu'on veut que si on ait des tableaux de population bang, eh bien on paye pas le coût d'appeler le constructeur pour chaque case du tableau. D'accord? On veut que ça soit des zéros. Donc c'est ce qu'on fait. Si j'ai un population bang, d'accord, sa valeur par défaut, ça sera pas nul, mais ça sera tous les champs de ma value class initialisés avec des zéros. Rémi, D'accord. c'est Cédric, je pense qu'on voit pas Oui. tes slides. Ah, vous voyez pas mes slides? Oh! Donc ça fait 5 minutes que je raconte des bêtises sans que vous voyiez mes slides. Heu, ah oui, quand j'ai je pense savoir quel est le problème. Quand j'ai switché et que je suis revenu, c'était plus la même fenêtre. Alors, je réessaye. Est-ce que vous voyez les slides? Oui, Là. c'est bon, merci. Oui. Ah, c'est moi qui suis pas doué avec les trucs de zoom. Donc l'idée, c'est quand je vais créer ma value class, ici, je vais réexpliquer, hein, sur sur ce schéma-là. Quand je vais créer ma value class, je vais pouvoir déclarer que j'ai un constructeur vide qui est implicite. Alors ça veut dire quoi déclarer quand j'ai un constructeur vide qui est implicite? Ça veut dire que je vais pouvoir dire: «Cet objet population,
sa valeur par défaut, c'est pas nul. Sa valeur par défaut, c'est toutes les valeurs à 0. Alors, c'est pas vrai pour tous les objets population. C'est vrai uniquement pour les objets qui sont des populations bang. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je crée une value class normale, je peux l'utiliser et je peux stocker nul dedans, il n'y a aucun problème. Maintenant, je peux dire, oui, mais moi, j'aimerais bien aussi avoir une version bang de ma value class. Et dans ce cas-là, je rajoute mon implicite population ici. Je rajoute un constructeur implicite qui dit globalement à la machine virtuelle, bah, si tu as une population bang, tu initialises toutes les valeurs avec des zéros. Alors pourquoi c'est pas fait par défaut? Bah, parce qu'il y a certains objets pour lesquels avoir des valeurs à zéro, c'est pas la bonne valeur. Enfin, ça serait pas ça serait pas voilà, ça serait pas quelque chose de valide. D'accord? Donc tous les objets, ils acceptent pas forcément d'avoir tout leur champ avec des zéros. Donc on demande à l'utilisateur explicitement d'écrire le implicite population. Donc notez qu'il faut deux choses, hein. Il faut que mon value class, il ait le implicite population, et il faut qu'après, à l'utilisation, j'utilise population bang et pas population. D'accord? Il faut que j'ai ces deux choses-là. Donc si je reprends mon exemple, je vais dire que mon record population, c'est un value record et je vais rajouter mon implicite population. Quand je crée mon objet city, je vais dire que ma population, c'est un population bang. Et la même chose, dans mon code qui calcule le total des cities, je ne vais plus utiliser un objet population, mais je vais utiliser un objet population bang. Et si je fais ça, d'accord, alors mes temps d'exécution sont exactement les mêmes avec ma version avec des int et ma version avec des populations bang. Pourquoi? Bah parce que je lui ai dit, d'accord, à l'intérieur de city, comme ce que je stocke, c'est un population bang, bah ça veut dire que mon champ, il peut être directement remplacé par un int. Donc, pour la machine virtuelle, en termes de stockage, stocker un objet city, c'est stocker un pointeur sur name et stocker un int qui correspond aux populations bang. D'accord? Et dans ce cas-là, j'ai les mêmes temps d'exécution. Donc, ça varie un tout petit peu, mais j'ai fait ça sur mon laptop. Mais c'est les temps, je vais avoir exactement les mêmes temps d'exécution que si j'utilisais des entiers. D'accord? Donc, j'ai deux modes de fonctionnement. J'ai un mode de fonctionnement où je crée des value records et j'ai un mode de fonctionnement où je crée des value records et un implicite constructeur et des bangs. Si on regarde à peu près quelle est l'idée des choses, l'idée c'est que par défaut, on a ce qu'on appelle des identity classes. Les classes habituelles qu'on a, d'accord, c'est des identity classes. Dans mon diagramme, ce qui est à gauche, en noir, c'est ce que je suis capable de dire non, je veux pas ça. Et à droite, en vert, c'est ce que je gagne. Si j'ai une identity class, c'est ce que je dis je veux pas d'adresse en mémoire. Alors ce que je gagne, d'accord, c'est que mes objets sur la pile vont être manipulés directement par leur valeur et non pas par un pointeur. D'accord? Donc, si je prends une identity class et que je dis mon adresse en mémoire, c'est pas ce qui m'intéresse, alors je vais déclarer une value class et ce que je gagne, d'accord, c'est la scalarisation sur la pile. Ce qu'on appelle la scalarisation, c'est le fait de dire au lieu de stocker mon adresse, je vais prendre toutes les valeurs et je vais les mettre dans les registres. D'accord? Si jamais sur ma value class, d'accord, je suis en train de dire ma value class,
elle peut avoir tous ces champs avec des zéros, c'est une valeur valide, d'accord? Et qu'en plus, pour un truc particulier, je ne vais pas stocker nul, d'accord? Donc je vais pouvoir utiliser un population bang et pas un population. Alors dans ce cas-là, ce que je vais gagner, c'est ce qu'on appelle le flattening. Donc pour les classes qui sont petites, je vais stocker dans la heap directement les valeurs de la classe. Parce que je sais que mes valeurs sont pas nulles, d'accord? Et je sais que je peux avoir comme valeur par défaut que des zéros dans tous les champs. Alors pourquoi c'est que pour les petites classes? Parce que par défaut, si la classe est trop grosse, alors je peux voir que mon CPU il fait plusieurs loads et plusieurs stores pour stocker les choses. D'accord? Sur les CPU actuels, que ça soit les Intel ou les ARM 64 bits, c'est 128 bits. À partir plus de 128 bits, je vais devoir faire plusieurs loads et plusieurs stores et je risque d'avoir des problèmes de concurrence. Je peux passer outre les problèmes de concurrence en rajoutant un mot-clé qui s'appelle non atomique devant ma value class pour lui dire ne t'inquiète pas si tu fais plusieurs loads et plusieurs stores, il n'y a pas de problème. Et dans ce cas-là, je gagnerai le flattening pour des objets qui sont un petit peu plus gros. À noter que quand les objets ils sont trop gros, ça ne sert à rien de faire du flattening. D'accord? Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que on prend les objets et qu'on les balade, finalement, on est obligé de bouger tous les champs. Et ben, quand on a énormément de champs, ça coûte très cher finalement, d'accord, de les bouger d'un endroit, d'un endroit à l'autre. Donc, on n'aura de toute façon jamais le flattening pour les classes qui sont trop grosses. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter. Donc, je vais prendre les questions qui restent. Quand est-ce que les values sont détruites dans les registres? Bah, les registres, on peut les réassigner quand on veut. Donc en fait, les valeurs, elles ne sont pas détruites dans les registres. Quand elles sont stockées dans les registres, on n'a pas vraiment besoin de les détruire. On va juste réassigner le registre. Alors, il y a quand même quelque chose qui est fait, c'est de temps en temps, on a enfin, faut quand même faire attention à la façon dont enfin, l'algo sait quelle est la dernière utilisation des choses, donc on va pas, réassigner les registres tant qu'on va les utiliser. Mais ça, c'est quelque chose que font les JIT depuis enfin, les optimisateurs de code depuis très, très longtemps. Donc il y a pas de problème. On n'a pas réellement besoin de détruire les valeurs qui sont dans les registres. On les réassigne juste et ça marche. Je voulais dire un petit truc sur, le planning. Voilà, donc on espère avoir tout ce que je vous ai présenté là, effectivement, dans pas trop longtemps. Pourquoi? Bah, parce qu'on commence à avoir le design qui est à peu près stable et on commence à être au moment où on va pouvoir présenter des choses. Alors bien sûr, c'est des choses qui sont présentées en early preview, d'accord? Ça ne sera pas un truc qui sera figé et malheureusement, il y a par contre des chances que ça reste en preview pendant très longtemps. Alors, peut-on dire que les values sont des records sans adresse? Ouh, ça dépend ce que tu appelles. Si c'est record au sens Java, pas vraiment. Donc, c'est peut-être un truc que j'ai pas assez dit, mais mettre le mot-clé value, on peut le mettre devant des classes, mais on peut le mettre aussi devant des records. On peut le mettre devant tous les trucs en Java qui sont des. D'accord? On n'est pas obligé de le mettre que sur des records. On peut mettre des value classes. La question, c'est plutôt, bah, on va utiliser des records si jamais, on s'en fout que l'utilisateur il voit tous nos champs. Si jamais on veut planquer les champs, bah, on va utiliser des classes et pas des records. Enfin, c'est le truc habituel des classes et des records, en Java. Donc techniquement, les value classes, d'accord, sont des classes sans adresse et les value records
Bah, c'est juste qu'en plus, on a une syntaxe sympa parce qu'on utilise la syntaxe d'Hérican.